Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Ce matin, j'ai pas mal de choses à vous dire. Je vais essayer de concentrer ça en une dizaine de minutes, bien que ce sera assez compliqué, tout en restant sur des scénarios techniques. Alors, ce qui m'intéresse avant tout, c'est toujours le timing sur les indices. Savoir si ces putains d'indices vont nous lâcher un truc ce matin, oui ou non, c'est très compliqué. Je me suis mis à la vente sur le DAX en spéculatif et on va voir ce que ça donne. Clairement, aujourd'hui, c'est un peu qui tout double, donc clairement, c'est du ratio risque-rendement. Donc là, le but est de dire que si ça passe pas, je vais pas pleurer et je vais pas risquer beaucoup de capital. Mais par contre, si ça passe, je vais tenir le trade quelques jours, voire quelques semaines, pour essayer donc de justifier la prise de risque. Face à ça, hier, toujours, j'ai pris mon renfort sur le Russell et je me pose la question, donc Nasdaq, pas Nasdaq. Donc c'est toute la question de dire, là j'en ai un que je vais renforcer, ce sera soit le Dow Jones, soit le Nasdaq, et ça dépend pour moi donc du ratio Nasdaq-Dow Jones et de ce qu'il va bien vouloir faire celui-là, parce qu'il me pète les burnes et je ne sais absolument pas où il va. Alors bien évidemment, là, pricing complètement irrationnel, hein, je vous le rappelle ici, si vous supprimez les chandeliers, vous vous rendez vite compte d'où on est, hein, éclatement des contextes, c'est même pas de dire que, voilà, donc là, il y a un gros changement sur la valeur, absolument pas suivi sur les prix, puisque là, en gros, hein, c'est toujours pareil, c'est notre futur technologique, mirobolant, etc. Maintenant, on constate ici que la structure globale, ça reste des moyennes acheteuses, des prix qui ont été complètement squeezés sur ces zones-là. C'est là que se trouve la demande acheteuse. Donc c'est soit les mecs se plantent sur le Nasdaq va retourner là. Le ratio Nasdaq-Dow Jones, hein, j'entends bien, c'est-à-dire que la surperformance historique technologique, le futur mirobolant, des fusées partout, on quitte la stratosphère, on va coloniser le système solaire, etc. Bon, on y sera peut-être allé un peu trop vite et ce sera peut-être pour plutôt de quelques décennies plus tard. Mais dans ce cas-là, évidemment, donc un effondrement des valeurs technologiques, souvent, je pense, au profit de valeurs plus défensives comme celle du Dow Jones. Hein, ça ne veut pas dire, encore une fois, que toute la bourse s'écroule, mais juste un petit secteur. Donc, pour moi, la question, vraiment, je vous dis, c'est ça. C'est de savoir si là, à court terme, on va avoir un délaissement complet des valeurs refuges qui sont assez fortement dans le Dow Jones, enfin de valeurs plus refuges ou cycliques, pour mettre évidemment la bourre sur le Nasdaq, qui serait seul à performer dans des notions jamais vues par rapport à son pote le Dow Jones. Je vous rappelle, c'est un ratio de chart ici, on compare la force relative de l'un par rapport à l'autre. Donc soit je vous dis, c'est la surperformance historique du Nasdaq, et on va aller dans du territoire, mais complètement débile, hein, c'est de dire on est peut-être là aujourd'hui et c'est ça qui nous attend derrière, donc autant vous dire que ça peut aller loin sur le Nasdaq. Il y a tous les éléments pour une bulle. Des gens détiennent ces valeurs, elles font des profits stratosphériques. Donc on se demande si elles vont réussir à faire mieux le trimestre suivant, etc. Ou si c'est toujours des effets conjoncturels dans un entonnoir derrière qui va bloquer tout le monde à la sortie. J'ai pas la réponse. Donc c'est vraiment la question que je me pose. Je surveille pour l'instant. Donc je vous dis un positionnement à venir, soit sur le Nasdaq, soit sur le Dow Jones. Un positionnement tendanciel, hein, j'entends bien. C'est-à-dire que si je dois vendre le Dow Jones, je vais le vendre pendant plusieurs semaines. Si je dois vendre le Nasdaq, je le vendrai pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais voilà, donc celui-là m'intéresserait plus sur des horizons plus larges, mais pour l'instant, force est de constater que c'est lui qui maintient justement, et bien malin celui qui anticipera l'éclatement du Nasdaq. Je vous ai dit que je le voyais à très courte échéance, enfin à très courte échéance, je vois un risque là à courte échéance, mais ce risque évidemment doit se manifester sur les prix. Si ça ne devait pas être le cas, eh bien je laisse tomber, bien entendu. Mais c'est parce qu'on est sur le ratio 1 pour 1, légèrement débordé, donc on pourrait faire une petite phase exubérante, sans pour autant que ce soit la fin du monde. Du coup, ça m'emmerde parce que le VIX, lui, nous fait n'importe quoi au milieu. Hein, donc, retour au support, ça paraît très piégeux comme truc. C'est surtout très épidermique. Je crois que c'est le repli du VIX le plus brutal qu'on ait eu. Même celui-ci n'avait pas réussi à retoucher son support derrière. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a complètement tout tort? Est-ce que le VIX va cette fois casser les 20 en disant non, non, là, vous vous êtes complètement planté sur le pricing du risque? Attention parce que ici, on a donc VVIX qui, lui, est déjà sur son support en train de le casser. Donc lui, à mon avis, est en train d'anticiper la cassure de la trendline du VIX. Et il y a une clôture, ce qui m'invite quand même à penser qu'il y a quand même le risque, comme je vous dis, que le Nasdaq relance et tout simplement bloque les signaux de vente sur le S&P, sur le Dow Jones. En fait, si lui monte, il va tirer ses collègues avec et probablement invalider ma vente de DAX également. Et dans ce cas-là, on aura un DAX qui refera un ATH, je pense, même s'il sera de courte durée. Attention, oui, parce que du coup, il y a une autre trendline en support juste dessous et j'ai vraiment l'impression que, en fait, VVIX, il va aller juste chercher ça, ce qui veut dire que j'ai pas l'impression qu'il y a un fort potentiel au sud non plus. Ça nous ferait, en fait, sur le VIX, venir tester
rester celle-là de trendline, ça veut dire peut-être aujourd'hui ou demain on se détend et puis en fait il n'y a pas de marge et on repart derrière à l'achat. Voilà. La question c'est quand, c'est toujours pareil, est-ce qu'on grind comme ça avec un VIX faible pendant plusieurs semaines qui casse pas le support, Dans ce cas-là, on va juste continuer de grinder sur des aspects très sectorisés Nasdaq et derrière on se prend une mandale et cette fois on lui dira au revoir, cette trendline, il n'y a aucun doute qu'elle tienne une deuxième fois. Ça reste la thématique pour ma part possible. Sur les taux, je note qu'on arrive sur des zones, à mon sens, qui commencent à constituer des objectifs. Attention, on est squeezé, ça veut donc dire que là, on est en train de réamorcer des tendances baissières, mais attention, on commence à manquer de volatilité sur ce cycle. Je vous rappelle que moi, j'avais vendu là et sécurisé les trades par là. Donc, à ce stade-là, j'atteins mes objectifs. Je vais donc récupérer l'intégralité de mes profits sur les contrats de dérivés en taux. Sur les contrats obligataires. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il reste quand même du potentiel. C'est-à-dire qu'à mon avis, il reste peut-être une dernière petite poussade ici. Mais vous voyez, en fait, on constate tout simplement le mouvement opposé. Donc, attention, ça commence à manquer un peu de volat. Il n'est pas impossible qu'on fasse une dernière poussée et puis qu'on s'arrête à se neutraliser. Je vous rappelle, l'objectif après, c'est de venir chercher les 1,50. Mais attention, encore une fois, au rythme. Il me semble que ce canal un peu directionnel, comme on a vu, on devrait commencer à en questionner les bornes et peut-être tenter, on va dire, une petite sortie ici. Ou alors, sinon, on reste vraiment dans le maintien de ce truc-là. On squeeze complètement la zone sans volatilité et on va chercher l'objectif. Bref, le risque commence à augmenter sur les contrats de taux, donc ce n'est pas le moment aujourd'hui d'être très très fort short sur les produits obligataires. Les cryptocurrencies. Alors pour moi, toujours très intéressant, mais Bitcoin va chercher l'ancienne troisième borne. On l'avait fait ici de manière un peu épidermique et je questionne toujours la probabilité que Bitcoin puisse réussir à s'affranchir de cette zone. Je pense qu'on va toujours étendre le range sur le 4 heures. On a largement de la place. Je vous rappelle, on met le 4 heures ici. On est bien en train de rechercher les contextes vendeurs. On l'a fait déjà rapidement. J'ai toujours l'impression que le timing est trop précipité. Les contextes ici sont joints, ce qui veut dire que la résistance se constitue, la valeur ne se déplace pas trop, donc les vendeurs attendent par là. J'ai l'impression qu'ils vont traiter au-dessus des contextes et au-dessus du Fibo 76, donc c'est vraiment toujours minimum 39 000 pour moi, et le niveau de l'ancienne troisième borne étant 39 800. Bref, je veux dire pour ma part, entre 39 000 et 41 000, j'ai l'impression qu'il y a un gros cluster vendeur qui va probablement tenir. Les cycles sont favorables, c'est bien la fin de cycle acheteuse, bref, tout le monde se chauffe, comme quoi ça va péter, tout ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va repartir dans le bas de la zone, repartir une nouvelle fois sous 34 000, probablement y passer un putain de temps avant de peut-être essayer de tenter une tentative vers les 27 000, et puis derrière on en aura fini, on aura fait un bon vieux bear flag comme ça, là, vous voyez, le grand classico, et là après je serais carrément chaud de jouer des breakouts. Bref, toujours pareil pour moi, affaire de timing, je lutte pas contre les mouvements acheteurs du crypto, mais je trouve que le timing est toujours inapproprié. Ce qui me fait surtout peur ici, c'est les actions. C'est plus de dire que si les actions se prennent une mandale, je vois difficilement les cryptos nous jouer les pump in the sky. Alors évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur l'Ethereum à court terme, et bon, évidemment, ça ne me surprend pas, mais c'est tout à fait prévisible. Attention ici, comme d'hab, là, les indicateurs ont un peu de mal à suivre, ça commence à devenir très fort sur la demande, c'est-à-dire que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est la 6e semaine de suite où les acheteurs se pressent sur Ethereum au point où en fait ils sont tellement en recherche d'achat qu'ils sont obligés de remonter leurs ordres d'achat semaine après semaine. Je vous rappelle, ça représente la valeur. Donc la valeur augmente, la demande acheteuse, donc l'offre remonte très très vite, c'est-à-dire que les gens sont prêts à payer assez facilement sur ces trucs-là. Comme prévu, on avait 2 options pour moi sur l'Ethereum, soit on rompait cette structure par le sud et on allait très violemment chercher une structure avec anse, probablement en pullback sur les moyennes, mais ça aurait payé, voilà, c'était de dire on casse un peu cette demande qui se met en place de manière un peu irrationnelle, histoire de remettre les idées à leur place à tout le monde, mais probablement que ça aurait payé sans aucun souci sur ces zones-là, fabriquer une petite anse, comme on l'avait dit, avant de repartir. C'était un scénario, c'était pas une vision du futur. On avait dit évidemment qu'il ne fallait pas trop s'exposer à la vente sur Ethereum. Moi, je vous avais donné mes chiffres. Je vendais même pas 10%, 20 au maximum à un moment donné, de ce que je possède en Ether. Donc ça restait une couverture partielle contre un risque de pullback qui s'est donc pas du tout mis en place.
bien entendu. Donc la hausse de valeur me plaît tout à fait, et on va donc, comme on l'avait dit, chercher le haut du canal, qui est tout simplement la report en parallèle du truc. Donc on est sur ce haut de canal, objectif atteint. Donc là, tous ceux qui ont tradé en breakout, faut quand même, à mon avis, commencer à penser à prendre vos bénéfices. Je vous laisse apprécier la nature de ce breakout. Ça veut dire que très probablement qu'on repassera sous cette target d'ici la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il ne faut pas trop se chauffer sur Ethereum. J'ai toujours l'impression que cette demande un peu exacerbée sur Ethereum va être cassée à un moment donné. C'est la cassure de ce sentiment qui m'intéressera. On a donc franchi assez littéralement l'ATH de 2018 aujourd'hui, pas seulement de façon marginale. Donc je reste toujours favorable, il n'y a aucun doute pour moi sur l'aspect favorable de l'Ethereum. La question étant, donc comme on a un canal ascendant, attention à ce qu'on ne le grinde pas à un bon moment. Ça ne veut pas dire « Ah mon Dieu, ça y est, on break, ils sont trop boules, ils sont trop chauds, ça va casser ». Non, pour moi, c'est un marché haussier. Donc, les moyennes sont acheteuses. On peut continuer comme ça, tout doucement, d'y aller avec un bon rythme sur ce truc-là. Donc, grinder le haut de canal, ce serait positif. Maintenant, si on commence à se chauffer un peu trop, c'est-à-dire ça part en parabole et on se fait 2000, etc. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, ça faisait partie des autres plans, qui était de dire si on se franchit 2100, 2002, c'est que les mecs commencent à être vraiment chauds et on arrive sur les zones où, attention, ici, ça commence à devenir assez piquant. Parce qu'on peut ici commencer à se péter des zones vendeuses très très dangereuses. Si on sort par le haut de ces canaux, ça traduira pour moi le sens que la demande devient irrationnelle. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est juste de dire, il n'y a plus du tout de supply, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui vend et les gens créent des demandes complètement irrationnelles, c'est-à-dire que il n'y a plus d'opposition vendeuse et eux sont prêts à acheter à n'importe quel prix, en tout cas ils sont tellement chauds en pensant que ça va parabole. Voilà, tous les éléments de la parabole sont là, je préfère vous le dire. Donc clairement, moi je ne vais pas lutter contre l'Ethereum, mais je ne suis pas favorable aujourd'hui à des stratégies acheteuses complètement hors sol. Mais plus de dire, même chose que Bitcoin, on se chauffe un peu, puis on se neutralise, et en fait, on reste tout simplement enfermé dans ce canal. C'est un peu mon sentiment. Pour la petite info, d'ailleurs, si ce même canal devait être projeté dans le temps, si j'ai tracé la ligne, ça nous ferait une zone d'arrivée de l'Ethereum dans ma zone finale, d'accord ? Donc la zone des 5-6 000, ça nous ferait ça pour l'année 2022. Donc vous voyez que le rythme qu'on a actuellement, il n'est pas irrationnel. Si on gardait ce rythme-là, en soi, ça donne effectivement une target d'arrivée d'ici un an dans la zone de valeur où, à mon avis, on commence à être assez cher sur des Ethers et il faudra commencer à sérieusement réduire ses expositions. Voilà un peu donc mon sentiment perso sur ce truc-là. J'ai toujours le Stellar en surveillance. Ce qui me plaît sur le Stellar, c'est toujours pareil, c'est que dans l'ordre de la course, je vous rappelle, il m'intéresse parce que c'est celui qui est un des plus avancés par rapport aux coins donc, qui ont connu une bulle en 2018. C'est celui qui pourrait effectivement être parmi les premiers à nous faire le Ethereum-like. C'est-à-dire, rappelez-vous, pour moi aujourd'hui, il en est là. Le Stellar, et c'est à ce moment-là, quand on a rompu cette zone de gestion du risque du Stellar, qui est là où j'ai fait mes premiers TP, justement, de validation, si on devait, bam, démonter ce truc-là, j'ai l'impression qu'il nous ferait vraiment l'Ethereum-like, c'est-à-dire, j'arrive sur ma zone de gestion du risque 8900, les Fibo 61, etc., puis, en fait, fuck off, j'éclate tout. Donc, j'ai vraiment l'impression que l'histoire pourrait se répéter sur Stellar, d'où l'intérêt que j'ai dessus, mais un intérêt qui reste pour l'instant spéculatif et breakout, c'est-à-dire, j'attends vraiment qu'on attaque la zone des 0,38, 0,40 pour considérer qu'on peut s'extrapoler au-dessus de ça. Surtout que, je vous l'avais dit, en market cap, et c'était le but de l'émission hebdomadaire, il y a de la place sur ce petit coquin, parce qu'il a fait un jeu dangereux, enfin, il a joué un jeu assez intéressant dans l'historique, il faisait vraiment partie des laggers, il a essayé de se rapprocher du peloton, puis au final, il n'a pas réussi, il a perdu un peu, puis là, bam, je me rentre bien dans le peloton, puis au final, je me pète l'épisode Ripple, j'ai failli revenir dans le peloton des losers, quoi, et puis au final, bam, je reviens très fortement dans le vrai peloton, je suis toujours en queue de peloton, et je me dis, celui-là, vu le momentum qu'il a, ce cochon, s'il nous fait une Ethereum-like, il a le potentiel de passer en tête de peloton très fortement. Et à 7 milliards de dollars à la CAPI, je pense qu'il a le potentiel de venir rejoindre les collègues vers les 15-20. Maintenant, ça demandera évidemment une vraie explosion haussière, une vraie demande. Bref, c'est de la spéculation, c'est une idée. J'ai envie de voir si les prix réagissent favorablement. Il y a les overlaps, il y a tout pour faire les débiles à la hausse.
mais il faut maintenant que le prix déclenche. Voilà. Ses collègues sont en train aussi d'essayer de faire avancer le peloton, donc c'est vraiment, attention, il y a une pression globale sur ce peloton-là à la hausse. Qui va réussir à manger ses collègues, ou est-ce qu'ils vont rester dans l'ordre actuel? C'est toujours la question. Pour l'instant, la bataille du moment, ça reste Ripple versus Polkadot. Voilà, à peu près le tempo du jour pour moi. Toujours très emmerdé pour ma part sur le WTI avec les expérimentés. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Voilà, donc toujours très emmerdé sur le WTI. On cherche toujours des reverse en 4 heures, mais on n'a rien du tout, il n'y a pas de volatilité. Bref, c'est lié aux indices. Donc malheureusement, c'est un peu le même tempo que les indices. Soit on clôturera la semaine tout en haut et on va être emmerdé, on aura probablement des excès la semaine prochaine pour chasser du stop loss. Soit tout simplement, on est en train de faire l'excès, on va se manger une mandale et on clôturera la semaine à l'intérieur du contexte. Dans ce cas-là, on aura un rejet. Et je pense que cette fois, ce sera le bon. Le canal de tendance sera probablement cédé dans la foulée derrière et on aura une belle semaine baissière sur le WTI. C'est vraiment le même scénario, hein, je vous dis, que pour moi, pour les indices. Soit le Nasdaq arrive à emporter tout le monde dans une stratosphère fulgurante du futur général, du futur technologique mirobolant, etc. Soit cette stratégie bullshit se prend la mandale du siècle et là, on commence à lancer des ventes, pour ma part, sur le Nasdaq avec les expérimentés, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Le problème, ça reste Gold et Silver, qui eux ne sont pas bandants du tout. Donc soit on a un rebond inespéré du gold, mais moi je me suis fait déclencher les stop loss, donc je ne re-rentrerai que si j'ai quelque chose à faire. Le gold, le silver, c'est là où tous les petits particuliers vengeurs du futur viennent essayer de démonter les hedge funds, je sais pas quoi. Donc toujours ces théories conspirationnistes. Moi, à mon sens, je pense toujours pareil qu'il y a un fond qui n'est pas mauvais. Le prix du silver pour moi est complètement sous-estimé, on est bien d'accord, mais encore une fois, le problème c'est comment on s'y expose en stratégie de trading. Ces gars qui sont là pour changer Wall Street, etc., sont surtout là en fait pour gagner de l'argent, hein. C'est pas des Robins des Bois, donc il faut vraiment faire attention. Ils sont là pour gagner de l'argent, ils savent pas comment le faire, et ils essaient de jouer le même jeu que Wall Street, sauf qu'encore une fois, Wall Street a des poches infinies. Donc oui, certes, ils ont réussi à prendre Wall Street à leur propre jeu sur une ou deux valeurs, mais globalement sur le silver, je pense qu'ils auront beaucoup de mal. Donc je reste ouvert à toutes les options ici, mais là l'avalement baissier ici normalement en overload, en fin de cycle, avec des alignements de cycle, putain pour se mettre acheteur là-dedans faut être chaud quoi. Donc moi c'est plutôt, j'ai l'impression qu'ils vont se faire démonter un bon gros coup, tous leurs stop loss doivent être par là, donc voilà, je sais pas si on va pas y aller. Quand je vois que le gold perd du terrain, etc., et que les actifs hyper risqués semblent demander, je me pose la question du est-ce que justement on va pas d'abord là, on se fait une énorme bullasse technologique, on bourre le ratio Nasdaq Dow Jones dans une fin exubérante complètement stupide, et puis évidemment derrière on se pète un gros sell in may go away, éclatement de la bulle techno pendant l'été et ainsi de suite. Voilà. Ça reste on va dire un alignement de planètes que je vois possiblement se mettre en place. Sur le Forex, je vous attire toujours sur l'AUD/NZD, pour moi très intéressant, soit vous n'en avez pas du tout, hein, on a bien tenté des cassures et des accélérations baissières dans un marché qui pour moi est haussier, il y a les moyennes qui sont acheteuses, donc il faut montrer la reprise haussière de ce marché, donc attention, marché qui tente d'accélérer au sud, mais qui me semble favorable à des achats, donc c'est plutôt de dire, si ça c'est un échec vendeur, on pourra placer des stop loss sous ce creux, donc vous pouvez vous positionner, le principe étant derrière qu'il faudra franchir une résistance, donc il faut passer les 1,08. Et si tel était le cas et qu'on échouait ici en se maintenant au-dessus des 1,05, qui est une troisième borne de range en daily, si on arrive à ici tenter l'accélération, échouer et qu'on se redirige à terme vers les 1,08, ici il me semble qu'on pourra trader sans problème en breakout la sortie de la structure avec des stop loss sous les niveaux des 1,05. Donc ici c'est vraiment les positionnements pour les spéculateurs, ceux qui sont expérimentés. Ici on prendra les trades en breakout en vue des futures tendances qui pourraient se créer derrière. Voilà entre guillemets le schéma. Donc si vous êtes patient, plutôt low risk sur votre approche de trading, c'est pas maintenant qu'il faut vous mettre dans la UDNZD. Si vous êtes plus agressif, peut-être qu'une petite position en soutien qui vous permettra d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille quand il s'agira de trader les breakouts, why not, mais gardez des tailles de position adaptées. Si vous êtes expérimenté, bon bah vous savez, nous c'est pas la première fois qu'on travaille la UDNZD, on est déjà dedans, mais petit renfort éventuellement, sans se surexposer. Rappelez-vous quand même le contexte de la UDNZD. C'est une belle merde mensuelle dans laquelle, bien malin celui qui sait si on va réussir à passer cette année ou s'il faudra attendre encore 1 ou 2 ans de plus. Voilà, bye bye.